Nous sommes bien mercredi 17 février 2021 à tous. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV dont voici les principales articulations. Le désengorgement des voies urbaines se poursuit à Conakry. Ce matin, l'étape de la SIG Madina a été entamée par les autorités en charge de la démolition. Et puis, les détenus politiques guinéens à la maison centrale de Conakry sont toujours interdits de tout contact. Hier mardi, un des avocats de la défense a payé les frais de cette interdiction. Et enfin, c'est un ouf de soulagement pour les usagers de l'axe Guinée-Sierra Leone. Les frontières vont rouvrir à 8 h dès ce jeudi 18 février 2021. On marque une courte pause, puis la suite de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de file de l'opposition guinéenne a procédé au remaniement de son cabinet mardi. Dr Faya Milimono du BL et Baouri de l'UDRG rejoignent l'équipe. Ce mercredi, notre reporter Oumar Kondé a rencontré le directoire de communication des partis BL et UDRG. Suivez son reportage. Dr Faya Milimono, président du parti Bloc libéral, et Baouri, président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, sont nommés conseillers au sein du nouveau cabinet du chef de file de l'opposition. Ce choix s'expliquerait par la volonté d'aider le pays à sortir de l'impasse. Vous savez qu'en tant qu'opposant, en tant que chef de file de l'opposition, il doit avoir un cabinet qui doit se pencher sur toutes les questions concernant la vie nationale et faire des propositions à l'exécutif. Et nous avons dit que le Bloc libéral, nous avons des qualités, nous avons des idées à faire valoir pour la République. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté cette nomination. Il est nécessaire que tous les Guinéens puissent conjuguer les mêmes efforts afin que nous ayons un climat favorable et que nous puissions être sur la table de discussion afin de créer la paix. Pour certains, cette décision de ces deux hommes politiques ne serait pas cohérente au regard de leur position antérieure. Mais Ibrahim Mbembaba et Mohamed Victor Bangoura pensent le contraire. Est-ce que l'Assemblée nationale, dont on a tant décrié, est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas? Elle existe. Est-ce que le président, le chef de l'État Alpha Condé, est-ce qu'il est assis à Sékou Touré ou pas? Est-ce que ces deux institutions continuent à collaborer avec les institutions internationales? Nous dirons oui. Alors, nous prenons acte. Comme c'est lui, de facto, qui est président de la République, alors ça signifie que les institutions aussi qui sont en train de se créer comme le poste de chef de file de l'opposition qui est aussi légal, nous disons que nous sommes partie prenante de cela. Dr Faya Milimono et Baouri sont respectivement conseillers en charge de la promotion des droits humains et la citoyenneté et conseillers chargés de la consolidation des acquis démocratiques et de la promotion de l'unité nationale auprès de Mamadou Sylla. Ce dernier applique petit à petit son plan visant à s'opposer autrement au pouvoir d'Alpha Condé. Pour décrisper la situation sociale et politique née de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, des citoyens de Conakry ont fait des propositions de sujets. Ils se sont exprimés au micro de Yaya Bari et de Oumar Kondé. Pour une sortie de crise, comme vous le dites, l'État doit mettre des bouchées d'eau, procéder à la libération de ses opposants, et essayer de créer un climat de dialogue avec les opposants. Appeler les opposants à table parce que nous savons que les élections sont derrière nous maintenant. Et nous voulons aller devant pour décrisper la situation. Donc ils doivent appeler les opposants à table, discuter l'avenir du pays. Je pense qu'il faut qu'on se donne les mains, nous les citoyens guinéens. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'accepte. La politique, ça doit pas, la politique ne doit pas être à l'actualité de tous les jours, quoi. Tu vois, la politique, c'est un domaine que tous les Guinéens ne devraient pas s'adonner. Tu vois, donc c'est un domaine qu'on doit laisser aux politologues. Je pense que nous, Guinéens, Peul, Soussou, Malinké, nous devrions donner la main, vivre ensemble, s'aimer. Parce que là, il faut que je dise ça, on ne s'aime pas. Moi, je préfère un Peul qu'un Soussou. Un Soussou préfère qu'un Soussou, qu'un Malinké, ça, c'est pas normal. Il faut qu'on s'accepte. Je souhaiterais que le gouvernement et l'opposition s'asseyent ensemble autour de la table pour trouver une solution au cas des prisonniers politiques. Ils n'ont qu'à essayer de trouver ensemble une entente. C'est tout ce que moi je veux.
Comme annoncé dans le sommaire, les opérations de déguerpissement des emprises des voies publiques de Conakry se sont poursuivies ce mercredi à la SIG Madina. À la grande surprise des occupants de ces lieux, le bulldozer est passé en action en démolissant des boutiques et magasins. Mariam Bari et Ibrahima Paye Camara étaient sur place. Suivez leur reportage. Nous sommes à la SIG Madina, l'un des fiefs du parti RPG Arc-en-Ciel. Bon nombre de citoyens de cette localité pensaient qu'ils allaient échapper à l'opération de déguerpissement des emprises de la capitale engagée par l'État. Mais ce mercredi, ils ont été surpris de voir un bulldozer passer à l'action sous l'œil impuissant des propriétaires des magasins et boutiques. Et on nous avait dit de s'apprêter qu'ils viendront pour déguerpir. Et aussitôt, on s'est mis aux affaires. Mais entre-temps, on nous a dit non, cet endroit n'est pas concerné. Cet endroit n'est pas concerné et que la machine n'y serait là seulement que entre le jeudi et vendredi. À ma grande surprise, je vois la machine et ils disent qu'ils veulent tout racler. J'ai même failli peut-être même racler certains dans leur magasin. Imaginez, regardez, nous sommes des citoyens. Mais je ne sais pas si Mathurin a un cas particulier pour la SIG. Je ne sais pas, seul qui connaît. C'est vrai, la décision est étatique. Mais l'accélération et l'allure qu'il y a à la SIG n'est pas encore au centre. Je ne vois pas un autre quartier qui a été traité comme ça. Cette démolition est intervenue alors que plusieurs occupants n'ont pas fini de vider leur boutique. D'autres soutiennent que leurs magasins n'étaient pas concernés. Ce qui s'est passé, depuis le jour qu'ils sont venus, ils ont mis le croix de prendre 1 mètre, de laisser 1 mètre. Depuis ce jour-là, j'ai commencé le travail. C'est hier que j'ai fini. Je voulais venir aujourd'hui pour mettre les murs. Voici les nouveaux murs. Donc le ministre est venu avec Mathurin. Ils ont venu casser tout. Ils m'ont retourné à zéro. J'avais déjà respecté leur convention. Le déguerpissement, c'est bon pour nous tous. Mais quand on respecte ce qu'ils ont dit, vraiment, ils ne peuvent pas venir maintenant encore recasser. Pour éviter la chute des petites et moyennes entreprises, le président de la jeunesse de la SIG Madina estime que l'État devrait accorder un délai aux commerçants avant de procéder à cette opération. Avant tout, c'est la Guinée qui est là. Tu ne peux pas casser, c'est-à-dire le magasin de tout un chacun. Il faut donner le temps aux gens pour quitter. Au moins, qu'est-ce que nous voulons entendre de l'État qui nous disent à partir de 11h, on veut 3 jours, 72 heures ou 24 heures, ou voire une semaine. Parce que nous sommes dans le marché maintenant. La SIG, c'est une cité. Mais aujourd'hui, c'est le marché qui est là. Et un commerce ne peut pas prendre ces choses un coup. Il faut donner le temps. Mais tel n'a pas été le cas ici. Ça, c'est que le cas est très dur. Et très très dur. Parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore payé le magasin. Nous sommes en début d'année comme ça. Et on paye le magasin à chaque année. Tu n'as pas pu de payer d'abord le magasin de l'année pour le magasin. On tient encore de cacher, encore de construire. Vous voyez ce que ça fait. Y compris la famille qui sont aussi derrière nous à la maison qu'on nourrit tous les jours. Pour beaucoup d'occupants déguerpis de la SIG Madina, cette opération n'est que règlement de compte planifié par le gouvernorat de Conakry. Restons dans le même registre pour dire que la validation de la phase diagnostique de l'assainissement de la ville de Conakry Horizon 2040 s'est tenue ce mercredi 17 février 2021 à Conakry. La présentation a porté sur les lieux d'assainissement urbain, la stratégie nationale et le schéma de drainage des eaux pluviales du Grand Conakry. Yaye Oumoubari et Alassane Souma, explication. Le projet urbain Eau de Guinée est une nouvelle opération marquant le réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu urbain. Il cible la ville de Conakry et ses environs à l'horizon 2040. Le cabinet qui a mené cette étude revient sur les grandes lignes du projet. Donc en fait cette étude est comportée de 4 phases. La première phase, il s'agit de faire un diagnostic des ouvrages existants. La deuxième phase consiste à réaliser une étude stratégique sur l'échelle nationale pour l'assainissement en eau usée au milieu urbain. La troisième phase consiste à réaliser un schéma directeur d'assainissement d'eau usée et un schéma directeur de drainage des eaux pluviales. Et la quatrième et la dernière phase consiste à faire les études de détail et les dossiers de consultation des entreprises pour les tranches prioritaires qui seront dégagées
aussi bien en matière d'eau usée qu'en matière d'eau pluviale. Pour les autorités, l'objectif de cette présentation est de mettre en exergue le travail établi par le gouvernement, l'amélioration du cadre de vie de la ville de Conakry et la prévention des inondations et leurs corollaires sont des priorités. Nous souhaiterons que l'étude-là soit couronnée de succès et qu'au lendemain de cela, que ça débouche sur des projets et programmes qui pourraient considérablement changer le cadre de vie de nos villes surtout le territoire guinéen. Et nous sommes réellement confiants de cela, surtout avec cette volonté manifestée surtout par le gouvernement guinéen. Et nous sommes vraiment optimistes pour la suite. Ce projet d'assainissement de la ville de Conakry est financé par la Banque mondiale pour une période allant jusqu'à l'horizon 2040. Espérons qu'il ne dormira pas dans les tiroirs à cause de la lourdeur administrative. Sur un tout autre plan, il faut le dire, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a procédé lundi au lancement d'un projet de mise en œuvre des solutions innovantes pour le développement des infrastructures de télécommunications en Guinée. Un spécialiste des questions numériques a réagi sur ce sujet ce mercredi même. Mohamed Traoré, Ibrahima Khalil Silla. Dénommé Technopole numérique de Symphonia, cette infrastructure sera réalisée dans la banlieue de Conakry. Le projet concerne la conception et la construction d'un data center gouvernemental et du centre d'excellence de Symphonia Technopark. Mamadou Alpha Diallo, spécialiste en la matière, estime qu'il y a toute une étape à franchir. Le projet vu comme ça, il est beau. Sauf que dans le secteur, on est habitué à avoir des grands projets comme ça qui sont très beaux. Certes, ce sont des avancées, mais l'objectif de tout ça, c'est qu'on ait un boom. C'est qu'on puisse avoir des entreprises, des Guinéens, des jeunes qui ont de plus en plus de compétences, qui peuvent aller sur certains domaines, qu'on ait une administration guinéenne qui se digitalise. C'est un débat qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas le backbone, ce n'est pas le projet en tant que tel qui brusquement va digitaliser l'État guinéen. Il y a toute une stratégie à mettre en place. Et pour moi, cette stratégie est aussi importante que des projets d'infrastructure comme ce que nous sommes en train de voir là. Ce web activiste n'a pas manqué de rappeler les défis auxquels la Guinée doit faire face pour viabiliser une telle infrastructure. Le gouvernement guinéen veut mettre en place un data center. Il y a beaucoup d'aspects techniques qu'il y a autour des data centers. Et c'est un secteur qui est quand même difficile en Afrique parce que la plupart des data centers sont des endroits qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour se refroidir. Et il se trouve qu'en Afrique, notamment au sud du Sahara, on en a très peu. Donc il y a toutes ces stratégies, il y a tous ces aspects-là à voir un peu en fait. Prévu sur un périmètre de 2 hectares, la Technopole devrait réunir sur un même site un ensemble de plateformes. Elles sont dédiées à l'innovation et au développement du numérique, notamment un data center et un centre d'excellence. Le coût de sa réalisation est estimé à 42,859 millions de dollars américains et les travaux devraient démarrer dès mai 2021. Je vous le disais à l'entame, les avocats des détenus politiques sont interdits pour le moment de rendre visite à leurs clients à la maison centrale de Conakry. L'un d'entre eux a été refoulé mardi. Il est revenu sur cette actualité avec Ibrahima Soribari. La situation des prisonniers politiques à la maison centrale de Conakry devient préoccupante. Après avoir été privés des visites de leurs familles et proches, ils n'ont plus désormais droit à la visite de leurs avocats. Cette décision a été mise en exécution mardi quand un membre du collectif s'est vu empêché d'accéder à la maison centrale. Maître Alseni Aïssata Bari déplore cette décision. Ce comportement, vraiment, je le dénonce et je le condamne. Pourquoi? Parce que nous assistons à une tombée vertigineuse de notre pays, dans l'ignorance, dans la violation des droits de nos clients, quelque chose qui n'est jamais vu. C'est regrettable qu'après plus de 60 ans d'indépendance, qu'on recule encore, qu'on ne fait que reculer. Dans les prochains jours, le barreau de Guinée réagira face à cette situation. Des décisions fermes pourraient être prises par l'institution pour freiner cette action. Il appartiendra au barreau de Guinée, membre du conseil de l'ordre, monsieur le bâtonnier, et à l'ensemble des avocats de prendre une décision. Ça, c'est pas ma seule, bien que je ne suis victime, mais c'est pas à ma seule de prendre une telle décision.
nous allons nous retrouver bien naturellement et prendre la décision qui tire. Récemment, les avocats des détenus politiques ont suspendu leur participation à cette procédure. D'après Maître Alseni Aïssa-Tabari, cette décision a été prise en commun accord avec leurs clients. Je vous le disais à l'entame, c'est officiel, les frontières entre la Sierra Leone et la Guinée sont ouvertes dès ce jeudi 18 février 2021. Des chauffeurs et syndicalistes de la ligne Guinée-Sierra Leone de la gare routière de Bambeto ont réagi dans ce reportage signé Alfomar Diallo. Fermée à l'approche de l'élection présidentielle du 18 octobre, la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone est sur la voie d'être réouverte. Cette nouvelle enchante des chauffeurs, même si certaines gardent de mauvais souvenirs. C'est bon pour nous tous, bon. Mais il y a un peu de difficulté sur les routes là. Le problème des routes, le problème de transport, surtout le garde-corps qui est sur les routes là. L'affaire de carte d'identité, le papier de véhicule qui va en direct Sierra Leone, ce n'est pas en Guinée. Hein. Le document qu'on prend là-bas, ils sont augmentés. C'était 100 000, ça est devenu maintenant 500 000 pour 2 mois. C'était 100 000 pour 2 mois, ils sont augmentés 500 000. Mais comme ils sont en train d'ouvrir les frontières, je ne sais pas si elles vont diminuer ou bien elles vont continuer de se vendre comme ça. Cet autre chauffeur déplore que les autres frontières restent fermées. Il parle de 2 poids, 2 mesures. La réouverture des frontières, ça nous arrange parce qu'on a beaucoup souffert pendant ce temps-là. Seulement, moi je trouve que c'est 2 poids, 2 mesures, quoi. Parce que moi, par exemple, mon véhicule est bloqué au Sénégal, ça fait bientôt 1 année. Donc, il devrait ouvrir toutes les frontières. Le chef de ligne Guinée-Pam Lap Freton, très affecté, s'est dit aussi heureux. Il compte convoquer tous les conducteurs pour une reprise des activités. On est content, très content pour le gouvernement. Pour l'ouvrir les frontières, on est très content. À 18h, on va rassembler les chauffeurs pour leur dire que les frontières vont ouvrir entre Sierra Leone et la Guinée vont ouvrir. On est content. Maintenant que le problème avec la Sierra Leone est réglé, désormais tous les regards sont fixés vers la Guinée-Bissau et la Sierra Leone pour voir si les lignes vont bouger concernant la réouverture des frontières. La visite en Guinée du président sierra-léonais Julius Maada Bio a donc porté fruit avec la réouverture de la frontière entre les deux pays dès ce jeudi. Les acteurs de la société civile et des politiques ont diversement apprécié cette actualité ce mercredi. Leur réaction, c'est dans cet élément de reportage signé Bint Souma et Mustapha Diané. Longtemps attendue par les Guinéens et Léonais, la libre circulation des personnes et de leurs biens entre la Guinée et la Sierra Leone sera effective à partir de ce jeudi. Une annonce qui réjouit ces acteurs politiques et de la société civile. Un soulagement que cette frontière est enfin réouverte, puisque sa fermeture brutale et unilatérale par la Guinée a posé énormément de problèmes qui ont révélé toute l'interconnexion, l'interdépendance entre les économies des deux pays. La Sierra Leone, c'est un pays qui n'a quasiment pas un grand port, donc beaucoup de leurs marchandises transitent par le port guinéen. Et il y a plusieurs PME guinéennes qui sont là, qui travaillent avec des commerçants sierra-léonais. Donc tous ces flux économiques étaient bloqués tous dans les faillites. Donc aujourd'hui, voir cet accord signé, c'est un ouf de soulagement. Abdourahmane Belaba pense qu'il est bien possible de négocier la réouverture des autres frontières voisines fermées au niveau du Sénégal et de la Guinée-Bissau. On espère que dans le temps aussi, qu'entre la Guinée et le Sénégal, entre la Guinée et la Guinée-Bissau, que le même schéma pourrait être en vue. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de camions qui sont bloqués du côté de la frontière sénégalaise vers la Guinée. Mais ce déblocage entre les deux pays a été qualifié de non-événement par le président du Goa, Chérif Mohamed Abdallah. Ce député appelle à une prise de conscience. Les commerçants, les transporteurs doivent savoir qu'on ne peut pas être à la fois un soldat affiché, ouvert d'un parti politique et en même temps faire les affaires. Il faudra choisir. Et donc, il faudra que les hommes d'affaires, les transporteurs, les commerçants sachent que s'ils veulent efficacement défendre leurs affaires, eh bien, leurs activités, il faut qu'ils les dissocient de leur propre engagement militaire, leur engagement politique.
Pour bon nombre d'observateurs, les États devraient mettre de côté leurs intérêts égoïstes pour s'occuper du développement de leurs États, ce qui permettrait aux populations de profiter de l'intégration sous-régionale. Direction à l'intérieur du pays, un feu d'origine inconnue s'est déclaré dans une concession privée au quartier Dakar relevant de la commune urbaine de Labé. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. C'est un élément de reportage signé Idrissa Sampirin Diallo, notre correspondant basé sur place. C'est le secrétaire fédéral des Nouvelles Forces Démocratiques, NFD, de Mokhtar Diallo, qui habite cette concession dans laquelle un feu d'origine inconnue s'est déclaré en pleine journée à Daka 2, relevant de la commune urbaine de Labé. Merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu des dégâts matériels parce que toutes les chambres, comme vous l'avez eu à constater, avaient pris feu. L'incendie s'est déclaré ici d'abord depuis avant-hier dans une chambre à l'intérieur. Maintenant, le lendemain, c'est-à-dire hier aussi samedi, l'incendie a reproduit encore de nouveau. La victime remercie ses voisins et l'unité régionale des sapeurs-pompiers pour la promptitude avec laquelle ils sont venus à son secours. C'est l'occasion pour moi déjà de remercier non seulement les cohabitants, mais aussi les services de protection civile, les sapeurs-pompiers, parce qu'eux aussi ils ont vite réagi pour éteindre le feu. Le chef du service régional incendie et secours de Labé envisage l'arrivée d'experts français pour aider à déterminer les causes réelles de ce phénomène devenu récurrent dans certains quartiers de la commune urbaine de Labé. Mais ce qui reste clair, les toutes dernières interventions, 4e intervention ou 5e intervention que nous sommes en train d'effectuer sur le terrain, les informations se recoupent. C'est les mêmes causes parce qu'il n'y a ni courant, il n'y a ni bougie. Et c'est en pleine activité que ces départs de feu se font constater. En attendant l'arrivée de cette mission de la coopération militaire française, le commandant des sapeurs-pompiers invite les citoyens de Labé à toujours alerter à temps des cas d'incendie qui se déclarent régulièrement dans les quartiers de la commune urbaine. 2 romans en arabe de Dr Moussa Oumar Konaté ont été dédicacés ce mercredi 17 février 2021 à Conakry. Le premier est titré Amina et le deuxième Les enfants de mon quartier. Ces 2 œuvres retracent l'enfance du romancier et le choc des cultures guinéennes. C'est un compte rendu de Mohamed Saliou Diallo et de Ibrahima Khalil Silla. La littérature arabe se développe en Guinée. 2 œuvres qui retracent l'enfance de leur auteur viennent de paraître. Le premier intitulé Les enfants de mon quartier et le second Amina qui est l'autobiographie de l'auteur. L'écrivain donne les raisons du choix de ces 2 thèmes. Le premier, je peux dire en un mot, c'est-à-dire c'est immortaliser mes amis d'enfance, ceux qui sont avec lesquels on a partagé les jours les plus meilleurs dans notre enfance. Le second, c'est pour dire qu'on doit essayer d'être compréhensif au moment du mariage. Ce n'est pas forcément que nous soyons de même ethnie. Donc, bannir cette culture. Malgré le nombre élevé d'arabophones en Guinée, peu sont ceux qui s'adonnent à l'écriture de romans dans cette langue. Malgré la production abondante de nos érudits qui ont écrit des poèmes en arabe, mais sur le plan de la prose, qu'on appelle Nasr el-Fanni, ça, il y a peu d'écriture. Et ceux qui sont écrits ne sont pas encore publiés. Donc même les arabophones qui sont là, les étudiants, y compris les enseignants arabophones, ils n'ont pas accès à ces productions en prose. Tout ce qu'ils connaissent en littérature arabo-africaine, c'est seulement la poésie. La Guinée étant au cœur de la littérature arabo-africaine, elle devrait connaître une évolution considérable, disent des observateurs. Un mot de sport avant de nous quitter. Initialement programmé samedi dernier, le deuxième match opposant le Wydad de Casablanca au Kaiser de Chief a été délocalisé au Caire en Égypte. La pandémie du nouveau coronavirus dont la variante sud-africaine découverte serait la raison de cette délocalisation. Le club sud-africain est pourtant le prochain adversaire du Oroya AC. Un analyste sportif a donné son avis sur cette délocalisation. Les explications avec Ibrahima Diallo.
La rencontre qui oppose le Wydad de Casablanca et le Kaizer Chiefs se jouera désormais au Caire, en Égypte. Les autorités marocaines ont refusé de recevoir la délégation du club sud-africain pour éviter la propagation du Covid-19. Ces journalistes sportifs apportent des précisions. Je pense que c'est une bonne chose pour Wydad Casablanca. Vous savez, Wydad était sous menace de perdre cette rencontre sur tapis vert si la Fédération royale marocaine ne parvenait pas à trouver un plan B pour faire jouer ce match-là. Vous savez que c'est Wydad de Casablanca donc, qui doit recevoir Kaizer Chiefs, donc un club sud-africain. Et donc, pour cause de coronavirus, les autorités marocaines ont décidé de refuser l'entrée sur leur territoire, la délégation sud-africaine, pour des raisons de coronavirus, je l'ai dit. Et ce match était prévu le samedi dernier. Vous savez que la phase de poule de la Ligue des champions africaine a démarré. La Confédération africaine de football avait donné un délai de 24 heures au Wydad de Casablanca et à la Fédération marocaine de football de trouver une solution à ce problème, sous peine de lui infliger une défaite sur tapis vert. La Confédération africaine de football a donc donné un délai de 24 heures, non seulement au Wydad Casablanca, mais également à la Fédération royale marocaine de football de trouver un plan B afin de pouvoir faire jouer ce match sous peine de voir donc cette équipe de Wydad de Casablanca, à défaut de trouver une délocalisation pour ce match-là, de perdre complètement le match sur tapis vert. La question que tous les amateurs de football se posent est celle de savoir si le Wydad recevra le Horia AC et le Petro Atlético de Luanda. Hamidou Bangoura donne sa raison. Je ne pense pas si ça va être le cas pour le Horia de Conakry ou encore les Angolais de Petro Atlético, puisque dans ces pays-là, certes, on parle encore d'Ebola chez nous, un autre virus, il y a Corona encore avec lequel on n'a pas fini, mais je ne crois pas si nous avons atteint un niveau qui va obliger un pays africain de ne pas nous recevoir, surtout qu'il s'agit justement d'une équipe à l'image du Horia, quand même, il faut l'admettre, qui est structurée, qui respecte, parce que depuis le début jusqu'à maintenant, nous n'avons pas en tout cas appris qu'il y a, disons officiellement, des soucis par rapport à ça, même si... Le match Wydad de Casablanca et Kaizer Chiefs est prévu ce vendredi 19 février prochain au stade Aslam du Caire en Égypte. Reste à savoir si le HAC qui ira prochainement jouer contre les Kaizer Chiefs ne va pas lui aussi demander une délocalisation de la rencontre. Le sujet serait en étude au niveau de la direction du champion de Guinée en titre. Mesdames et messieurs, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information sur la chaîne du 21e siècle. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée à Star 21 TV. Au revoir.